Salut à tous, donc on a vu dans la dernière fiche mémo ce qu'était la tension artérielle et les problèmes que pouvait engendrer l'hypertension. On va maintenant voir un peu quelles sont les différentes formes de traitement. Si t'as pas encore vu la vidéo sur la tension, je t'invite à aller jeter un œil avant, histoire de bien comprendre le bail quoi. Par contre si t'es déjà au point, alors vas-y on peut y aller. Donc les grandes familles de traitements qu'on va pouvoir avoir dans les traitements de la tension, il va y avoir les diurétiques, les bêta-bloquants, les modificateurs du système régine, les modificateurs du système rénine-angiotensine et les inhibiteurs calciques. Donc ça c'est la grande famille qui va être utilisée en première intention. Ensuite, on va avoir les alpha-bloquants et les antihypertenseurs d'action centrale, qui sont utilisés, qui n'ont pas été en première intention, mais en fait qui vont l'être en complément si les autres traitements ne fonctionnent pas ou pas assez. Et on va commencer tout de suite avec les diurétiques, il en existe 3 sortes. Un médicament diurétique, il augmente l'élimination urinaire, sauf que pour pisser plus, il faut bien aller chercher l'eau quelque part, et ce quelque part, c'est dans les vaisseaux sanguins. Bah oui, parce qu'en enlevant l'eau des vaisseaux sanguins, on fait baisser la volémie, et comme tu t'en souviens, la volémie, c'est un facteur important pour la tension artérielle, donc on va faire baisser de cette manière. C'est de la plomberie en fait. Alors, dans les grandes lignes, comment ça fonctionne? Le rein recapture moins d'eau quand il va filtrer le sang, ce qui fait qu'il y a plus de pertes hydriques. Mais attention, il y a aussi plus de pertes ioniques, notamment le sodium et le potassium. Du coup, pour toute utilisation de diurétique, attention à la déshydratation et à l'insuffisance rénale fonctionnelle. Plus à ça, on va voir qu'il y a des déséquilibres ioniques qui vont s'installer. Parmi les diurétiques, on va retrouver 3 grands groupes qui vont agir à différents niveaux, chacun avec ses surveillances associées. Donc on a les diurétiques de Lens, ici, comme la furosémide. Ces médocs empêchent en fait la recapture des ions, notamment sodium et potassium au niveau de l'anse de Henle. En quelque sorte, tu pisses tes ions. Du coup, il va falloir surveiller la kaliémie, surtout si le patient en prend sur une longue période ou à grosse charge. Il y a aussi un effet hyponatrémiant de courte durée lors de la première prise. Et en cas de prise à haute dose, il va falloir surveiller le calcium, le magnésium qui ont aussi tendance à se barrer dans les urines. Une deuxième famille, ensuite, ce sont les diurétiques thiazidiques. Alors, eux aussi sont hyponatrémiants et surtout hypokaliémiants. Par contre, pas de problème avec les ions calcium. Une troisième famille, ce sont les antagonistes de l'aldostérone. Alors l'aldostérone, c'est une hormone qui normalement sert à maintenir la volémie justement, en évitant les fuites au niveau du tube contourné distal. Et il faut faire attention parce que cette famille de médocs, elle est hyperkaliémiante. Elle peut entraîner des troubles endocriniens aussi, donc. Mais qui s'arrête quand on arrête le médicament. D'une manière générale, on va retrouver dans les effets indésirables donc des hypovolémies, ça je l'avais dit, des hyponatrémies de déplétion et bien évidemment l'hypotension orthostatique pour tous les diurétiques. Tiens d'ailleurs j'en profite, je fais une pause. Évidemment, un des effets indésirables de tous les médicaments antihypertenseurs, ça va être l'hypotension. Soit parce que c'est mal dosé, soit parce que c'est dosé au mauvais moment, soit parce que le patient réagit fortement au médicament. Voilà, c'est un médicament qui est censé soit faire baisser la tension, soit l'empêcher de monter. Au moment où la personne va se lever, va passer de la décubitus dorsale à une position orthostatique. Donc en fait, à partir du moment où il était allongé et où il va passer debout, normalement ton corps est censé s'adapter tout de suite au changement de besoin, notamment au niveau du cerveau. Le cœur doit pomper plus fort pour faire monter le sang debout que quand il est allongé. Avec les médicaments, il a tendance à avoir des difficultés à s'adapter justement à ça. Bam! C'est là qu'on en voit qui font des chutes au premier lever. Ok? On continue. Deuxième famille, ce sont les inhibiteurs calciques. Donc ces médicaments vont en fait bloquer les canaux calciques au niveau des muscles cardiaques et des muscles lisses vasculaires. Du coup, cela a pour effet de baisser leur activité en fréquence et en force. Les effets vont plus être au niveau cardiaque ou au niveau vasculaire, selon ce que va choisir le médecin comme traitement, mais il y a aussi des traitements qui font un peu les deux. Au niveau cardiaque, les effets sont la baisse de la contractilité, la baisse de la fréquence cardiaque. Les effets vasculaires sont le relâchement des muscles lisses qui entourent les vaisseaux sanguins, les artères, et donc il y a une vasodilatation qui est due à la baisse de la résistance périphérique. Et tu sais aussi que la résistance périphérique, c'est l'un des 3 facteurs principaux pour la tension artérielle. Si tu fais baisser la résistance, tu fais baisser la tension. Alors au niveau des effets indésirables, il y a bien évidemment toujours l'hypotension, une bradycardie de réflexe, des œdèmes des membres inférieurs non sensibles aux diurétiques, et il y a un risque de bloc auriculo-ventriculaire. Donc la prochaine famille, ce sont les bêta-bloquants, médicaments LOL. Pour comprendre leur fonctionnement, il faut rappeler que sur les cellules musculaires, il y a des récepteurs, bêta 1, bêta 2, entre autres, qui sont sensibles aux catécholamines. Lorsque les récepteurs bêta 1 sont activés, cela augmente le rythme cardiaque. Quand ce sont les récepteurs bêta 2 qui sont activés, ce sont les résistances périphériques qui augmentent, et donc la tension artérielle. Les médicaments bêta-bloquants vont donc s'opposer à cela, ce qui a pour conséquence, au niveau des muscles, du muscle cardiaque, un effet bradycardisant,
Il y a aussi une baisse de la contractilité et donc du débit cardiaque. Lorsque ce sont les récepteurs β2 qui sont bloqués, l'effet est une baisse du tonus musculaire au niveau vasculaire et donc une baisse des résistances périphériques, d'où la baisse de la tension. Petit tips, c'est sur ce principe que fonctionnent les β2 mimétiques pour le relâchement bronchique de certains aérosols. En utilisant ces produits, on fait bien entendu attention au rythme cardiaque du patient s'il n'a pas déjà des troubles de la conduction de type bloc auriculo-ventriculaire. Les effets indésirables qu'on peut retrouver sont de l'ordre de la bradycardie excessive, des spasmes bronchiques, une insuffisance cardiaque et une augmentation de la glycémie, donc attention chez les personnes diabétiques. Pour finir, on garde le meilleur pour la fin, on va parler du système rénine-angiotensine-aldostérone. Bon là on a un gros morceau. Donc pour comprendre, on va regarder un peu comment ça fonctionne le système rénine-angiotensine. L'angiotensinogène, sous l'action de la rénine, va se transformer en angiotensine 1. Celle-ci, sous l'action de l'enzyme de conversion, va se transformer en angiotensine 2. Et cette angiotensine 2, en fait, elle a plusieurs pouvoirs. Elle permet la libération d'adrénaline, de noradrénaline, elle entraîne une vasoconstriction, et ces deux effets ont pour conséquence l'augmentation des résistances périphériques, donc augmentation de la tension. Troisième effet de l'angiotensine 2, elle entraîne une sécrétion d'aldostérone qui elle-même entraîne une rétention du sodium et de l'eau au niveau rénal. Cette rétention de liquide associée aux résistances périphériques augmente forcément la tension artérielle. Alors l'enzyme de conversion, elle permet également de dégrader la bradykinine qui a un pouvoir vasodilatateur. Et donc ça annule son effet. Ça c'est ce qui se passe dans notre corps tout le temps en conditions normales. Les traitements antihypertenseurs de ces systèmes agissent à 3 niveaux. Dans cette cascade de réactions si tu veux. D'abord, les modificateurs directs de la rénine. Ces traitements inhibent partiellement la rénine, ce qui fait qu'il n'y a que peu d'angiotensine 1 qui se forme et donc, par la force des choses, pas de montée de tension. Ces traitements n'ont que peu d'effets indésirables qui sont de l'ordre des diarrhées ou de l'hyperkaliémie ou l'hyponatrémie. Mais c'est relativement rare, par contre attention aux allergies. Deuxième niveau, ce sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Donc les IEC, comme leur nom l'indique, empêchent l'enzyme de conversion de bosser. Du coup, l'angiotensine 1 ne se transforme pas en angiotensine 2. Qui dit pas d'angiotensine 2 dit pas de vasoconstriction ni de rétention hydrosodée, donc pas d'augmentation de la tension. On n'utilisera cependant pas trop les IEC chez les personnes ayant déjà fait un œdème de Quincke. Quincke, je sais jamais. On n'utilisera cependant pas les IEC chez les personnes ayant déjà fait un œdème de Quincke, c'est une contre-indication absolue. Et chez les personnes qui ont une sténose rénale ou une hyperkaliémie. Étant donné que l'on modifie le travail de l'aldostérone, il va falloir surveiller les hypokaliémies, les hyponatrémies, et évidemment les hypotensions. Un des effets secondaires très connus des IEC, c'est une toux sèche qui disparaît à l'arrêt du traitement. En fait, elle est due à l'accumulation de bradykinine, puisqu'elle n'est plus dégradée, elle s'accumule, et c'est ça qui entraîne la toux. Troisième et dernier sous-groupe de la famille des antagonistes des récepteurs à l'angiotensine 2, ou ARA2, ce sont les sartans. Donc ces médicaments vont tout simplement prendre la place de l'angiotensine 2 sur les récepteurs sans pour autant avoir d'effet. Donc ils vont juste bloquer la serrure si tu veux. Du coup, la cascade en aval ne se fait pas, ce qui empêche la tension de monter. Les contre-indications et effets secondaires sont globalement les mêmes que pour les IEC, sauf qu'il n'y a pas la toux. Voilà. Les deux derniers antihypertenseurs, alors les deux prochaines familles de médicaments, sont moins utilisés, notamment en première intention, mais comme il est très probable que ça change rapidement, ce genre de choses, on va quand même en parler un petit peu. Les alpha-bloquants. Les alpha-bloquants agissent directement au niveau vasculaire, en bloquant les récepteurs sensibles aux catécholamines. Du coup, ça limite les contractions des muscles au niveau vasculaire, et donc ça empêche la tension de monter. Au niveau des effets secondaires, en plus de l'hypotension, les effets indésirables sont de l'ordre de la tachycardie, des vertiges et des bonnes grosses suées. Les antihypertenseurs d'action centrale vont eux s'attaquer directement au système nerveux pour faire baisser la tension. Enfin, s'attaquer, pour faire simple, ils inhibent le système sympathique qui a le pouvoir de faire monter la tension, donc le pouvoir hypertenseur en temps normal. Les effets indésirables sont nombreux, très nombreux. Mais globalement, on retient une asthénie et un risque d'hypotension orthostatique. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour les familles de traitements antihypertenseurs. Avant de partir, je vous laisse la fiche d'association des traitements en fonction de leur famille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez un commentaire, histoire que tout le monde puisse profiter, essayer de répondre et profiter des réponses. Faites tourner la vidéo un maximum autour de vous, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!